route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Daniel Morano, bonjour. Nous sommes ravis avec Michael Zamès de vous accueillir dans ce studio. Je rappelle que vous êtes ministre de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Dans les heures qui viennent, donc Hervé Morin va rencontrer le président de la République. Est-ce que vous considérez, comme vont le faire savoir un certain nombre de députés du Nouveau Centre, qu'il faut et qu'il est même nécessaire qu'il retire sa candidature? Oui, mais je l'ai toujours pensé. Son positionnement était assez intenable. D'ailleurs, il ne décolle pas dans les sondages, il est à hauteur de 0%, 0,05%. Et donc, on voit bien que quelqu'un qui a gouverné avec nous, disons-le, qui a été ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, qui partage d'ailleurs notre vision politique, n'avait pas un positionnement clair. Donc aujourd'hui, vous sentez dans la position de l'entêté ou de la position de celui qui pourrait envisager d'écouter l'argument que vous venez de lui asséner? Mais je lui ai déjà dit, premièrement, donc ça n'est pas une nouveauté pour moi dans mon discours, lorsque j'écoute les parlementaires du Nouveau Centre, on sent bien aussi de leur côté cette volonté de soutenir Nicolas Sarkozy, tout simplement parce qu'ils ont été élus aussi sur leur territoire avec les voix de l'UMP. Et donc nous faisons partie de la même famille politique de la droite et du centre. Donc Hervé Morin gagnera à mettre son énergie à nous aider dans la campagne. Madame Morano, vous avez vu le fameux échange entre Martine Aubry et Nicolas Sarkozy, le président de la République, quand elle lui dit au fond, et si vous pouviez demander à Madame Morano de se calmer un peu sur François Hollande, c'est quelque chose qui vous a touché, énervé ou au contraire laissé de marbre? Totalement laissé de marbre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pendant 5 ans, le Parti socialiste a utilisé un anti-sarkozysme absolument délirant. Ça a été matin, midi et soir à taper sur Nicolas Sarkozy, à ne jamais faire de propositions. Et lorsque une phrase, d'ailleurs qui est coupée, parce que j'ai dit que François Hollande était un homme dangereux pour la France par ses propositions, le flou de ses intentions, et les alliances avec les Verts, notamment sur la suppression de notre filière nucléaire, dont on voit bien que tous ces sujets qui sont des sujets de fond nous amènent à constater que, d'ailleurs, c'était la tonalité qui vous était reprochée, les tweets incessants. Je ne fais pas de tweets incessants, Monsieur Durand. Suivez-moi un peu plus. J'ai tweeté ce matin à 6h30. Pour dire que vous veniez chez nous. Voilà. Nous avons et je vérifié tweete en général tard le soir, mais je tweete rarement dans la journée, seulement pour donner, le cas échéant, quelques informations. Mais autrement, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Martine Aubry. Pardon, vous m'interrogez là-dessus, je pense que c'est important. Une campagne, ça se joue sur à la fois des arguments de fond et en même temps sur le tempérament de la personne. Et j'observe qu'en fait, Martine Aubry a la même analyse que moi s'agissant de François Hollande, qu'elle a qualifié de gauche molle, qu'elle a qualifié, elle disait de François Hollande qu'il n'avait aucune épine dorsale, qu'il lui avait laissé le Parti socialiste à l'état de cadavre à la renverse. Et lorsqu'on voit aujourd'hui le programme de François Hollande, enfin le programme, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur des manèges avec François Hollande, ni peur de la marche arrière, parce que c'est la marche arrière en permanence sur l'ensemble de ses propositions. Regardez sur la dernière proposition d'embaucher 60 000 postes d'enseignants. Il dit, lui, que c'est par redéploiement. Au départ, il devait créer 60 000 profs supplémentaires. On voit bien que du coup, ça a engendré la cacophonie dans sa propre équipe de campagne. La France ne peut pas se permettre d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui a autant de fébrilité, quelqu'un qui a autant d'impréparation et quelqu'un qui en même temps ne supporte pas le choc d'une campagne, puisque regardez, vous parlez de Martine Aubry, mais François Hollande m'a quand même déjà cité deux fois pour 2 petites phrases. C'est sa semaine importante. Michael Zamès. Le grand meeting de dimanche, une grande émission de télévision, c'est peut-être aussi une semaine décisive pour vous dans cette bataille face à François Hollande? Non, vous savez, alors vous aurez constaté, plusieurs choses. La première chose, c'est que nous sommes au travail pendant qu'eux sont en campagne. Mais la réalité, c'est que François Hollande, ça fait 2 ans qu'il est candidat. Ça ne vous aura sans doute pas échappé. Il a gagné ensuite la primaire du Parti socialiste et il relance constamment sa campagne par une lettre aux Français dans Libération, par des actes qu'il essaye fort. Mais en même temps, il fait campagne sur une telle improvisation qu'on se croirait revenu en 2007. Et je l'avais dit d'ailleurs dès le 1er janvier. En fait, on est dans la continuité de la campagne de 2007 avec Ségolène Royal. C'est exactement le même genre de campagne. C'est-à-dire le flou, comme a dit la presse cette semaine. Mais moi, je l'ai dit le 1er janvier. Donc, vous voyez, je suis... La presse vous a suivi. Alors. Je me réjouis que la presse suive mon analyse sur ce sujet, mais on le voit bien, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur une idéologie très passéiste et ils n'apportent pas de solution
actions concrètes et c'est le bazar total dans leur campagne, disons-le. On voit bien que Martine Aubry, qui là, du coup, est sortie de son silence, parce qu'elle est venue elle-même en Lorraine, donc sans doute pour s'afficher avec François Hollande. D'ailleurs, ils sont passés par la Lorraine, mais ils n'ont rien dit du tout. Hein. Ils sont venus faire un espèce de pèlerinage sans rien proposer sur l'emploi, sur la réindustrialisation. Et donc, on voit bien que sur les problèmes de fond, s'agissant des emplois jeunes, c'est le retour en arrière. S'agissant sur l'essence, par exemple, ils proposent c'est pareil. le retour de la TIPP flottante, par exemple. Mais vous savez que quand Fabius l'avait mis en place et qu'ils l'ont supprimé juste après, c'est un gain de 2,7 milliards en moins dans les caisses de l'État. Donc on voit bien que, en fait, ce que propose François Hollande, d'ailleurs, j'observe. Parce que ça, on l'a encore pas dit sur les antennes, mais vous savez qu'il y a une part de la taxe sur les produits pétroliers qui est engrangée par les régions. Toutes les régions ont augmenté les taxes. Donc, que les régions qui passent en séance plénière prochainement, nous on a une séance plénière la semaine prochaine, vendredi prochain, que toutes les régions dirigées par les socialistes commencent à baisser la taxe qu'ils prélèvent sur l'essence. Il faut que vos auditeurs le sachent. Est-ce que vous souhaitez que le président de la République, le 29, se présente? Ce qui est une sorte de débat au sein de la majorité. Ah non, certains qui disent qu'il faudrait qu'il fasse attendre le 15 mars, c'est une date donnée. D'autres qui disent qu'il faudrait qu'il accélère. On retrouve ça dans 2 journaux ce matin et que le 29, il profite de l'annonce des décisions qu'il va prendre sur la situation et qu'en plus, il ajoute à ça « je me présente ». Non. Alors je vous le dis tout de suite, je ne crois pas du tout à cette hypothèse, tout simplement parce que le président de la République, et conformément d'ailleurs à son engagement devant les Français, avait dit qu'il travaillerait du premier jour jusqu'au dernier. Bon, il faudra bien qu'il entre un jour en campagne s'il décide. Donc 15 mars, ça vous paraît la bonne date? Ça me paraît la bonne date, tout simplement parce que, enfin la bonne date, le 15, le 16, le 20, il décidera de la date dans laquelle il veut entrer en campagne, mais... vous savez, quand vous regardez les sondages, alors on nous rabâche matin, midi et soir les oreilles avec les sondages. Il y en a certains qui sont intéressants, qui démontrent qu'en fait, près de 50% des Français n'ont encore pas choisi. 40. Ce matin, nos confrères 40, ça a même reculé, vous voyez, donc 40%. D'où l'hypothèse de beaucoup de politologues qui se demandent si finalement l'UMP et le PS vont se retrouver au second tour. Non, mais ce qui veut dire surtout, Monsieur Durand, c'est que les Français, d'une part, n'ont pas fait leur choix et que d'autre part, ils n'ont pas la tête dans la campagne électorale. Les Français, et moi je fais beaucoup de terrain, j'étais avec le président de la République hier à l'usine Calor à Pont-l'Évêque, je peux vous dire que pour discuter avec les ouvriers, ils ont une préoccupation. C'est de la compétitivité de leur entreprise, conserver évidemment leur emploi, avoir un emploi pour leurs enfants, le coût du travail et les réformes que nous avons. Bien sûr, le coût du travail, bien sûr. Mais vous savez, ce qui était intéressant dans ce déplacement, dans cette usine, nous avons rencontré beaucoup d'ouvriers qui venaient à sa rencontre et Nicolas Sarkozy n'a éludé aucun sujet, aucun tabou. Il a parlé de tous les sujets. Il y a même un monsieur qui l'a interpellé pour lui parler de la réforme des retraites en disant « Mais vous voyez, moi, à cause de vous, je vais être obligé de partir à la retraite un peu plus tard. » Et on sentait que cette personne ne partageait pas les mêmes convictions politiques que le président. Il est venu le revoir à la fin et il lui a dit « Vous savez, vous avez du courage, vous êtes même hallucinant quand même. Parce que vous avez raison. Quand il parle de l'allongement de la durée de la vie, nous gagnons 1 an tous les 4 ans de durée de vie. Donc, quand il explique tout ça et cette nécessité de faire les réformes de retraite, je peux vous dire que les gens comprennent et ils attendent de la vérité. Ils n'attendent pas qu'on leur raconte n'importe quoi. Ils veulent de la précision, des actes et ils veulent de la vérité. Et Nicolas Sarkozy a parlé et parle en vérité. Il ne cache pas la situation. Est-ce que vous savez, est-ce que vous souhaitez qu'il écrive un livre concernant justement les 2 premières années de son quinquennat? Non. Ça se susurre. Ça se lit dans les journaux. Oui, je ne sais pas s'il aura le temps d'écrire un livre. Je ne sais pas. Il y a 2 solutions. Vous pouvez y être favorable, vous pouvez le savoir, oui, parce que vous le voyez. Je ne sais pas. Un livre personnel sur les erreurs du début du quinquennat. Mais arrêtez. Enfin, je veux dire, vous savez, Bruno Le Maire, un ministre, a parlé des échecs du début du quinquennat. Un président de la République, il se juge sur l'ensemble de son action. Et vous savez, pour être élu moi-même élu local aussi, un mandat de 5 ans, c'est extrêmement court. Et c'est d'autant plus court quand vous traversez une crise telle que celle-là. Regardez d'ailleurs vendredi dernier, il y a une semaine, on avait l'impression en France, et notamment à travers les expressions du Parti socialiste, de vivre un cataclysme à travers la note qui était rendue sur la France, et pas que la France d'ailleurs, sur beaucoup de pays de la zone euro. De mémoire, 9 pays ont été dégradés, d'autres ont été placés sous surveillance négative. Et on s'attendait là, c'était la faute de Nicolas Sarkozy, seul Nicolas Sarkozy, grand responsable de tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez les
marchés, la tenue des marchés hier, qui ont clôturé en hausse. Lorsque vous regardez, quand nous empruntons encore, nous, ce matin sur les marchés, ou hier sur les marchés, nous empruntons à des taux très faibles. Donc il ne s'est pas passé, comme semblait s'en réjouir le Parti socialiste, un espèce de cataclysme sur la France. Donc nous devons continuer notre cap. Permettez que l'on réécoute une part d'un entretien que le président de la République avait donné à Arlette Chabot en 2007, avant l'élection présidentielle, où il parle du chômage. Ben écoutez-le, puis vous allez nous répondre. Je veux m'engager, par exemple, sur le plein emploi, 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. Et ce travail, on ne nous demande pas, nous, une obligation de moyens, Madame Chabot. On nous demande une obligation de résultat. C'est quand même extraordinaire. La démocratie, il faut qu'elle vive. Si on s'engage sur 5% de chômeurs et qu'à l'arrivée, il y en a 10, c'est qu'il y a un problème. Et vous dites objectif 5% pour le chômage redescendu. Si au bout de votre mandat, si vous êtes élu, au bout de 5 ans, vous n'arrivez pas à ce chiffre, vous dites je ne peux pas me représenter. Non mais je dis aux Français, c'est un échec, j'ai échoué. Et c'est aux Français d'en tirer les conséquences. Or, Madame Morano, nous sommes pratiquement à 10. Oui, mais il ne vous aura pas échappé qu'il a dit une phrase importante, il a dit c'est qu'il y a un problème. Il ne pouvait pas savoir à ce moment-là que nous serions confrontés non pas seulement à des aléas de politique intérieure, parce que s'il avait fallu juger Nicolas Sarkozy sur ses résultats sur l'emploi, stricto sensus en politique intérieure nationale. Mais ça veut dire que les mots n'ont plus de sens alors? Non, c'est pas ça. C'est que on sait très bien que nous vivons dans une économie mondialisée, que nous sommes dans une zone euro, que nous avons vécu une crise économique et financière qui touche le monde entier, qu'il suffit de regarder la situation des États-Unis ou la situation de l'Espagne, tout près de chez nous, où nos concitoyens, pour certains, ils vont en vacances. L'Italie, les Pays-Bas, tous les pays de la zone euro. Donc nous vivons une crise mondiale. Alors ça, au moment où il a été interrogé, pardon de dire, mais il ne le savait pas. Et il ne pouvait pas faire face à tout ce qui se passe au niveau de cette crise mondiale. D'ailleurs, j'ajoute que dans le programme de Nicolas Sarkozy était prévue la réforme des régimes spéciaux de retraite que nous avons faite en 2007, mais il n'était pas prévu de faire la grande réforme des retraites que nous avons votée. Mais répondu tout à l'heure tout à fait sur le thème, vous évoquiez les sondages et les articles justement des analystes, des politologues, des gens qui ne sont pas engagés politiquement et qui s'interrogent ces derniers jours sur la possibilité que les deux grands partis ne soient pas au second tour. Est-ce que ça vous paraît totalement farfelu comme analyse? Je crois que ne sera pas au second tour celui qui sera menteur sur ses intentions, parce que ça se voit. Enfin, je suis désolée de le dire, mais il y a quand même des propositions dont on voit qu'elles sont infaisables et infaisables ou irréalisables et qui diront. Moi, je pense que les Français, vous savez, c'est un peuple très mature et qui aime la politique et le débat. Ils regarderont celui qui dit la vérité, quelles solutions concrètes ils apportent, sans tabou. Et les débats à cet égard. Mais votre réponse, c'est le président de la République, ça on la connaît. Mais est-ce que vous pensez que c'est inquiétant ou pas? Parce que vous êtes quand même une élue de terrain, une ministre, vous connaissez la politique, vous aimez la politique, donc vous pouvez estimer qu'il y a des craintes. Mais le danger dans une situation telle que celle-là, c'est d'abord que la crise qui est réelle, et vous voyez bien d'ailleurs la répercussion que ça a eu sur les exécutifs dans d'autres pays européens, c'est que la crise amène ceux qui ont le plus peur, c'est vrai, et sont les plus exposés. La crise sort les sortants dans tous les pays du monde. Non, mais vers les extrêmes aussi. Il y a ça. Bon, donc il faut ramener de la sérénité dans le débat, il faut dire la vérité et quelles solutions concrètes nous allons prendre. Hier, Nicolas Sarkozy s'est adressé à l'Assemblée devant laquelle il a parlé, absolument sans notes, en direct, disant exactement, s'agissant des réformes de fond. C'était les vœux après la visite. Non, oui, mais c'était à travers ses vœux, il a expliqué des choses très précises. Et là, quand il s'exprimera devant les Français, je peux vous dire qu'encore une fois, tel que nous avons eu le courage de le faire sur la réforme des retraites, il aura le courage d'engager des réformes de fond, tout simplement parce qu'elles sont nécessaires au pays. Elles ne seront pas, à mon avis, au deuxième tour, ceux qui sont flous, ceux qui mentent, Bayrou, par exemple. ceux qui n'ont pas la carrure, parce qu'il faudra quelqu'un qui ait aussi la carrure et la stature nationale et internationale, l'énergie pour le faire. Vous savez, quand vous choisissez le chef de l'État, le président de la République, c'est d'abord une histoire entre une personne et un peuple. Eh bien, vous le choisissez en fonction de son envergure, de sa personnalité et en même temps de son programme. Et je peux vous dire qu'à cette heure-ci, je ne vois pas qui, à part Nicolas Sarkozy, pourrait réussir ce défi qui nous attend. Merci Nadine Morano d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre de l'apprentissage et de la formation professionnelle, que nous étions en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Michael, on se retrouve